sans doute, parce que n'oublions pas que lors de cette Coupe du Monde en Russie, des équipes comme l'Italie, championne du monde 4 fois, comme la Hollande, finaliste plusieurs fois, comme le champion d'Afrique, le Cameroun, le champion d'Amérique du Sud, le Chili, les États-Unis, champions d'Amérique du Nord et Centre, ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc la qualité est certainement là. Maintenant, il faut voir si c'est possible logistiquement et organisationnellement. Les Qataris sont ouverts, on discute avec eux. Bien sûr, ça ne va pas être simple d'organiser une Coupe du Monde à 48 pays dans le Qatar uniquement, parce que ça fait quand même 16 équipes de plus. L'idée ou la possibilité qu'il y aurait serait d'organiser quelques matchs en dehors du Qatar, dans des pays limitrophes. Alors, vous connaissez ici mieux que moi la situation politique dans le Golfe. Maintenant, nous, on a la chance d'être dans le football et pas dans la politique. Donc, on peut avoir des idées, on peut avoir des rêves, on peut proposer des choses et on peut parler avec tout le monde et voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et si c'est possible d'organiser une Coupe du Monde à 48 équipes avec quelques matchs peut-être joués dans des pays limitrophes, ben, ça sera magnifique. Si ce n'est pas possible, ben, ça sera magnifique de toute façon parce qu'on aura une Coupe du Monde magnifique en 2022 au Qatar. On devra prendre une décision prochainement, dans les prochains mois, parce que à partir de la rentrée, donc après l'été, les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 commencent déjà dans certains continents, notamment en Asie. Et avant que ces qualifications commencent, il faut qu'on ait pris une décision. Donc voilà, on a un conseil au mois de mars, c'est une première étape. Au pire, au mois de juin, quand il y a le congrès de la FIFA aussi. Surprenante. Écoutez, bon, premièrement, c'est bien sûr prématuré de parler de la Coupe du Monde 2030. On vient de prendre une décision pour la Coupe du Monde 2026, il y a quelques mois, dont le Maroc était un brillant candidat par ailleurs. Et comme vous l'avez dit, c'est une candidature tripartite qui a gagné le droit de pouvoir abriter et organiser cette Coupe du Monde en 2026. La décision pour la Coupe du Monde 2030 va être prise probablement d'ici 4 ans. Donc on a tout le temps pour réfléchir à tout ça. Maintenant, il y a 2 ans, peu après mon élection, lors d'un conseil de la FIFA, on a décidé d'ouvrir les portes à des candidatures conjointes. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on doit être responsable et que ce qu'on demande à un seul pays pour organiser une Coupe du Monde, surtout maintenant qu'on passe à 48 équipes, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays et peut-être qu'il y ait 2 ou 3 pays qui se mettent ensemble pour organiser une telle compétition. C'est plus respectueux des pays. En ce qui concerne la candidature que vous avez mentionnée, Maroc, Espagne, Portugal, j'en ai entendu parler bien sûr, tout comme la candidature de 3 pays sud-américains, Argentine, Uruguay, Paraguay, tout comme une candidature britannique, tout comme une candidature de certains pays des Balkans. Vous avez raison, une rencontre des civilisations, c'est un joli message, bien sûr, c'est ce qu'une Coupe du Monde devrait être de toute façon. Et il y a des très beaux messages qui peuvent se créer autour de l'organisation d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, en tant que président de la FIFA, je ne peux que me réjouir de toutes les candidatures, bien sûr. Et je dirais, plus il y en a, mieux c'est, en tant que président de la FIFA. Je sais que pour vous, s'il n'y en a qu'une et c'est la vôtre, vous êtes content. Mais pour moi, plus il y en a,
Et mieux c'est, donc la seule chose que je peux faire en tant que président de la FIFA, c'est vous encourager, comme j'encouragerais n'importe qui dans le monde, d'y croire, de travailler, comme vous l'avez fait pour cette candidature, et encore plus pour vraiment mettre sur pied une belle candidature pour une organisation d'une Coupe du Monde en 2030. Et comme je l'ai dit, plus de pays intéressés, ça signifie aussi, en tant que président de la FIFA, qu'il a une confiance en la FIFA, qu'il y a une confiance en ce qu'on fait dans les processus et qu'il y a une confiance au travail qui est effectué et au pouvoir du football de pouvoir faire avancer les choses. Je vous fais dire que c'était un succès lors de la Coupe du Monde et que c'est un succès là où c'est appliqué. Pourquoi c'est un succès? Parce que on a fait du progrès. On aide l'arbitre. Lors de la Coupe du Monde, il y a eu 455 incidents, situations qui ont été analysées par la VAR. Sur ces 455, 95% des décisions des arbitres étaient correctes, déjà. Mais grâce à la VAR, l'arbitre a corrigé ou est intervenu 20 fois sur ces 455. Donc une fois tous les 3 matchs de la Coupe du Monde, l'arbitre a pu intervenir grâce à la VAR. Le taux de réussite était finalement de 99,3%. Ce n'est pas 100%, mais c'est 99,3%. Ça veut dire que si on veut faire du progrès, le progrès signifie mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. C'est pas parfait. Une fois, ça tombe sur le Maroc, une fois, ça tombera sur l'Algérie, une autre fois sur la Tunisie, une autre fois sur la Suisse, une autre fois sur l'Italie, et une autre fois sur le Brésil. Et la perfection n'existe pas et n'existera probablement jamais, mais on aide l'arbitre. Et c'est ça qu'on veut. Et on va s'améliorer. Si on regarde la situation de la VAR, et moi j'étais contraire, personnellement, à la VAR. Mais je me suis dit, quand on a commencé à la tester, ben, testons, regardons. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et ça marchait, et ça s'améliore. Au début, quand on l'a testé, quand on la mettait en place, il nous fallait 2, 3, même 4 minutes pour revérifier une situation. Aujourd'hui, en 1 minute, même moins 50 secondes, on peut revérifier une décision et prendre la bonne décision et aider l'arbitre. Encore une fois, l'intervention, c'est une fois tous les 3 matchs, parce qu'on a des très très bons arbitres en général. On a un protocole que suite à l'expérience, bien sûr, on va aussi analyser. Le protocole disait et dit qu'on peut regarder seulement les situations de but, etc., etc. 4 situations particulières. Le changement d'un corner n'est pas prévu par le protocole, donc l'arbitre ne pouvait pas l'appliquer. S'il y a une erreur d'un arbitre, grâce à la VAR, on essaie de la corriger. Parfois, très rarement, ou beaucoup moins rarement qu'avant, c'est pas possible de la corriger.